chers membres de l'ACPB, chers invités, bonjour. On l'a dit, le numérique et l'innovation au service des cliniques privées. Le thème de ces 6e journées, hier, c'était le 15. Après la cérémonie officielle, nous avons eu la conférence inaugurale sur le thème « Le numérique comme levier de transformation du système de santé au Bénin », modérée de main de maître par Dr Podiedo. Ensuite, nous avons participé à une table ronde très riche sur l'interopérabilité et système d'information, d'information en santé. En deux parties, bien sûr, l'une sur le problème de collecte de la gestion des statistiques et des données en santé et l'autre sur le problème d'interopérabilité et approche de solutions. Donc hier, dans la deuxième partie, on a circoncis les problèmes, on a cherché les solutions. Cette deuxième partie était modérée, bien sûr, par l'expert en système d'information, Dr Ambarka, qui nous a rejoint tout à l'heure, voilà. Et 2 ateliers dans l'après-midi sur les solutions numériques. Si le premier nous avait amené à parler de l'IA pour la gestion des cliniques, le second, quant à lui, nous a plongé dans l'intelligence économique. Donc, on parle de l'IA, on parle de l'IE. Aujourd'hui, c'est samedi 16 mai. Et nous parlerons ce matin de la digitalisation et protection des données de santé dans la seconde table ronde. Hier, on l'a martelé, la protection, la sécurité. Et pour cette table ronde ce matin, nous allons inviter comme modérateur ce matin le maître Alao Adjassa, expert en protection des données à caractère personnel et en politique numérique. C'est un expert de ce domaine que nous voulons aborder ce matin. Nous allons l'accueillir à cette table comme modérateur. Maître Adjassa, s'il vous plaît. Voilà, on l'accueille. Bien habillé. Merci. Alors, bonjour, prenez place. Il sera secondé dans cette tâche. Donc, en termes de rapport, au milieu, modérateur, c'est vous, le Pew Boss. Voilà, nous aurons pour le rapport et à ses côtés, Dr Mireille Talon. Voilà, que nous accueillons également. Merci. Alors, les panélistes, nous aurons pour l'ARS, Dr Aguet. Voilà, que nous accueillons. Elle vient au nom de l'autorité de régulation. Voilà. Elle nous rejoint. Et bien sûr, sur la 4e chaise, ça serait également un homme. Voilà. Il est galant, le modérateur. Il se lève pour saluer les dames. C'est bien. Nous aurons Monsieur Imran Lekoyo. Voilà. Il est patron. Voilà, de DPO IT Solutions. On l'accueille également, s'il vous plaît, sur la 4e chaise. Voilà, on l'a dit, la digitalisation et protection des données de santé. Monsieur le modérateur, maître Alao, le micro est à vous. Nous avons 50 minutes rigoureusement. Merci. Ça peut baisser. Bien, bonjour. Bonjour. OK. Vous êtes là? Bien. Écoutez, on m'a dit que je devais modérer un panel ce matin et je vais faire un petit propos introductif avant de passer la parole à la salle. Mais avant d'y aller, je vous dis ça rapidement. Il a dit 50 minutes, c'est bien cela? Bon,
puisque c'est mis table ronde, on ne va pas faire une table ronde à 180 degrés, on va faire une table ronde à 360 degrés. Donc, c'est une discussion que nous allons conduire ensemble, c'est-à-dire vous et les panélistes que j'accompagne. Et donc, ça va se passer en 3-4 étapes. La première étape serait que je vais dire quelques mots sur le secteur. Ensuite, juste après, je vais vous passer la parole pour vous entendre sur 2 petits mots. Et après cela, on reviendra sur le panel avec les intervenants à qui je vais adresser quelques questions. Et à la fin, je vais vous repasser la parole, toujours guidé. Et ensuite, je vais vous laisser poser 1 ou 2 questions. Et on va retourner ici pour le propos conclusif que Dr Mireille Talon va prononcer. Et moi, je reprendrai pour faire quelques points clés à retenir en partant d'ici. Est-ce qu'on est bon pour le protocole? Ou est-ce qu'il y a une motion de censure sur cela? Est-ce qu'on est bon? Je veux vous entendre dire qu'on est bon, parce que je ne voudrais pas que vous soyez timide quand je vais vous passer la parole. Est-ce qu'on est bon? On est bon? Super, on va y aller. Alors, mesdames et messieurs, avant d'être une obligation juridique, le secret médical est un pacte moral. C'est le fondement implicite de toute relation thérapeutique. Le patient se confie parce qu'il sait que ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il révèle de son corps et de son histoire ne sortira pas du cabinet de consultation sans son consentement. Cette confiance n'est pas un accessoire du soin. Elle en est une condition. Un patient qui doute de la confidentialité minimise ses symptômes, dissimule ses comportements à risque et retarde sa consultation. Le secret médical protège le patient, mais il protège aussi la qualité du diagnostic et l'efficacité du soin. Vous connaissez ce principe mieux que quiconque. Vous le pratiquez quotidiennement, souvent sans y penser, parce qu'il est constitutif de votre identité professionnelle. Il est d'ailleurs inscrit à la source même de votre vocation, le serment d'Hippocrate, que vous avez prononcé au seuil de votre vie professionnelle, en est le témoignage le plus ancien et le plus solennel. Et il me plaît de rappeler ces quelques mots ce matin. Je jure, par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de médecin au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon avoir et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent d'apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un baiser abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des soins. J'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous méfaits volontaires et corrupteurs, et surtout la corruption des femmes et des esclaves, et des garçons libres ou esclaves. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant l'exercice, ou même hors de ma profession,
je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué en regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honorée à jamais des hommes. Si je le viole et que je me parjure, puis-je avoir un sort contraire? Ce que je voudrais proposer ce matin, c'est de regarder ce principe fondamental à travers le prisme donc de la transformation numérique et de mesurer ensemble ce que cette transformation lui fait subir pour le meilleur et parfois pour le pire. Pendant des décennies, le secret vivait donc dans un espace relativement circonscrit. Le cabinet, la conversation entre patient et docteur, le dossier papier, l'ordonnance médicale, manuscrite, bien évidemment, la conversation entre confrères dans un couloir d'hôpital. La donnée de santé existait, mais elle était lente, localisée et difficilement agrégeable. Le numérique a changé la nature même de cette donnée. Aujourd'hui, lorsqu'un patient consulte son dossier est saisi dans un système d'information qui peut être hébergé parfois loin, parfois proche, et ces résultats d'analyse transitent par une plateforme numérique avant d'arriver sur votre écran. Sa couverture maladie est gérée par un système informatique interconnecté avec d'autres bases de données administratives. Quand il utilise une application de suivi de sa tension, de son diabète ou de sa grossesse, ces données biologiques quotidiennes sont collectées, stockées, parfois analysées par des algorithmes dont il ne connaît pas l'opérateur. Ce n'est pas une critique du numérique. Ces évolutions apportent des bénéfices réels. Continuité des soins, rapidité du diagnostic, coordination entre spécialistes, meilleur suivi des pathologies chroniques. Mais elle signifie aussi que la donnée de santé du patient emprunte désormais des chemins que ni lui, ni vous ne contrôlez entièrement. La question n'est donc plus, faut-il digitaliser? Cette décision est largement prise. La question est, comment digitaliser sans trahir le pacte de confiance qui fonde la relation de soins? Alors, je vais ancrer cette table ronde dans 3 situations concrètes que vous reconnaîtrez probablement. Le partage de données entre professionnels, c'est la première réalité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir besoin de l'expertise d'un confrère pour mieux comprendre un cas clinique? Lorsque ça vous arrive, comment est-ce que vous lui passez cette information? Et est-ce que vous êtes sûr que cette information est bien gardée sur son téléphone? Peut-être que vous avez utilisé WhatsApp ou un mail. Et pendant combien de temps il détient cette information? Et est-ce que le client ou le patient, permettez, a été informé de cette transmission? Ces questions ne sont pas juste des questions, on va dire, juridiques pour la forme. Ce sont des questions de responsabilité professionnelle et dans certains cas, elles peuvent engager une responsabilité. La deuxième situation, c'est la situation des systèmes d'information que vous n'avez pas choisis, mais que vous utilisez. Dans la majorité des cas, le logiciel que vous utilisez, la plateforme que vous documentez, vous ne les avez pas choisis. Ils vous ont été imposés, peut-être par la nécessité du soin, peut-être par votre administration, peut-être par votre tutelle. Or, ces systèmes traitent des données sensibles pour lesquelles vous êtes, en tant que professionnel de santé, co-responsable. La protection des données de vos patients ne commence donc pas à vos claviers, elle commence dans les choix techniques et contractuels qui ont précédé votre utilisation de ces outils. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, parfois, le patient arrive avec ses éléments de diagnostic. À travers ces outils numériques qu'il ramène, sa montre connectée, sont-ils connectés, sont-elles connectées, et c'est déjà vous dire à peu près de quoi il pense souffrir. Ces données, de plus en plus, ont une valeur clinique croissante, mais elles ont aussi une origine que vous ne connaissez pas toujours. Qui collecte ces données avant d'arriver chez vous?
Dans quel pays ces données sont hébergées? À quelle fin commerciale peut-elle servir? Ces questions concernent directement la qualité et l'intégrité de l'information médicale sur laquelle vous fondez vos décisions. Ce que j'espère que cette table ronde nous apporte, c'est que ces trois situations appellent des réponses à plusieurs niveaux. Réglementaire avec l'ARS, opérationnel et institutionnel, mais je vois que la CIN n'est pas dans la salle. Et c'est précisément ce que nos intervenants vont donc essayer d'éclairer. Nous entendrons d'abord comment la régulation sectorielle appréhende la digitalisation dans le domaine médical et quelles obligations concrètes elle impose aux acteurs de santé. Ensuite, nous allons bénéficier du témoignage d'un praticien de la protection des données à caractère personnel dans un environnement de santé. Et enfin, nous allons examiner ce que l'architecture publique, on va dire ça comme ça, de gouvernance des données portée par la CIN peut offrir comme cadre de confiance pour l'ensemble donc des acteurs. Je vous invite maintenant à garder en tête vos propres situations professionnelles. Elles vont alimenter notre temps d'échange tout au long de cette matinée, en tout cas de cette partie de la matinée. Et sans plus attendre, je vais solliciter le premier intervenant sur cette table ronde. Et vous savez c'est qui le premier intervenant, n'est-ce pas? C'est vous. On est d'accord? Alors, parmi vous, combien utilisent régulièrement un outil numérique, WhatsApp, mail, logiciel, pour gérer ou transmettre des informations sur leurs patients? OK, il n'y a que 4. OK, il n'y a pas beaucoup de médecins dans la salle, de professionnels de santé dans la salle. OK. Peut-être qu'il faut préciser 7 années. 7 années. Merci beaucoup. Il n'y a que le docteur Josias Sorrenton, 3 personnes. D'accord, 4. D'accord, on va pas insister, il y a juste 4 personnes. Alors, parmi les 4 personnes là, qui utilisent ces applications, et parmi donc vous, combien savent avec certitude où sont stockées ces données? Peut-être que 4, hein? Est-ce que vous savez avec certitude où sont stockées ces données? Il y en a une qui sait avec certitude. Vous étiez du premier, super. Au moins 1 sur 5, donc 2 sur 3, super. OK, on va repartir vers une deuxième question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous avez eu le sentiment que la confidentialité d'un patient était compromise par un outil que vous utilisez sans nécessairement qu'il y ait eu une violation formelle? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Maître de cérémonie, j'ai besoin d'un micro pour un des... OK. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous avez l'impression que le secret du patient n'était plus gardé sans qu'il y ait une violation formelle? Parmi les 5 qui utilisent les outils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé ou en dehors de ces 5? Il y a quelqu'un là? Il y a les 2 dames là, il y en a une qui est intéressée. Merci. C'est pas allumé? C'est allumé, OK. Oui, par exemple, quand on fait une erreur de transfert par mail. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Décrivez, on est intéressé par la situation. J'envoie comment on va dire, un résumé PDF normalement à l'intéressé et je me suis trompée de dossier. Ça m'est arrivé. OK, donc vous avez envoyé le dossier d'un patient à un autre. Oui.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons comprendre quelles sont les implications de telles situations aujourd'hui. Avec moi, j'ai donc Dr Mireille Talon, qui co-lead le panel avec moi. C'est elle seule que je connais sur le panel. Pour le reste, chaque fois qu'ils prendront la parole, ils vont avoir l'amabilité de se présenter à nous et de nous dire qui ils sont. Mais j'ai l'impression que ma première question se dirige vers la dame. Qui est de l'autorité de régulation de la santé, n'est-ce pas? Alors, la digitalisation du secteur de la santé au Bénin, on a vu comment ça s'accélère. Aujourd'hui, quelles sont les principales obligations de la réglementation sanitaire au Bénin en matière de gestion numérique des données patients? Merci pour la question et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors si je commence en me présentant, je suis donc le docteur Modupe Agay McCracken. Je suis gynécologue, obstétricienne, médecin de santé publique en épidémiologie et je suis le point focal santé numérique à l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'ARS. Donc sur la question, vous demandiez quelles sont les obligations réglementaires et je vais un peu paraphraser en termes de protection des données de santé des patients. Alors, comme vous le savez, l'ARS a été installée en 2022, donc nous sommes en train de terminer la première mandature, et l'urgence a vraiment été placée sur tout ce qui porte sur la sécurité du patient, dont les données. Cela dit, l'ARS n'est pas la seule institution à se pencher sur les données et sur la technologie. Il y avait avant l'ARS déjà l'autorité de protection des données personnelles avec un code du numérique qui définit très clairement l'usage des données personnelles à caractère sensible et les données personnelles simplement. Donc l'APDP a déjà défini certaines catégories de données, les données sensibles et les données personnelles. Donc il y a déjà, avant même que l'ARS n'entre en jeu, il y a déjà des recommandations, il y a déjà un cadre réglementaire pour la gestion des données sensibles que représentent les données médicales. Cela dit, on est aussi réglementé par le règlement sanitaire international. Nous traitons des données qui parfois doivent être partagées. Madame a partagé un cas de compromission de confidentialité des données et je vous remercie d'avoir partagé cette histoire-là parce que c'est pas facile d'admettre quand il y a ce genre de failles dans nos systèmes. Moi, je sais que dans les dossiers patients informatisés que j'ai utilisés, j'ai prescrit le mauvais médicament à la mauvaise patiente. Donc je suis gynécologue, donc j'étais de garde, j'ai 15 patientes qui sont en travail, il y en a encore une vingtaine qui sont en hospice, il y en a 3 qui sont aux urgences, il y en a 2 qui sont au téléphone, et il y a 3 infirmières qui viennent me demander « Docteur, est-ce que vous pouvez nous prescrire telle chose ?» Donc je le fais, j'utilise l'identifiant, et puis 20 minutes après, l'infirmière revient me voir pour me redemander la même ordonnance. La réalité, c'est que j'ai mis l'ordonnance dans le mauvais dossier, mais je ne sais plus dans lequel c'est. Donc ça arrive même avec des identifiants personnels qu'on croit qu'ils sont uniques. Donc pour revenir à la question, c'est déjà l'APDP qui définit la gestion des données, mais en plus, nous allons devoir mettre en place une réglementation spécifique à la santé. On est obligé d'envoyer certaines données. On est obligé de les communiquer à l'échelle nationale et internationale. L'ACIN nous a défini les protocoles d'échange. Donc, vous savez que vos données se transforment en 0 et 1. Et donc, c'est l'ACIN qui a défini la politique nationale. Donc, l'ACIN a déjà défini un protocole de transfert de données entre applications spécifiques même au domaine de la santé. Et pour ceux qui sont un peu des techniciens, ça s'appelle FHIR, F-H-I-R. C'est Fast Healthcare, quelque chose en anglais. Mais ça existe déjà. Donc l'ARS a vraiment pour rôle de coordonner tout cela. Et la priorité pour l'ARS, c'est la sécurité des patients.
Donc toutes les nouvelles technologies qui vont être adoptées, tout ce qui va être fait pour la santé devra être fait selon les critères que l'ARS a définis pour la sécurité des patients. Merci. Merci, madame. Merci, docteur. Je veux que vous gardiez le micro pour revenir sur 2 ou 3 précisions. Pour vos collègues qui sont dans la salle, qui découvrent donc l'ARS et qui découvrent qu'il y a l'APDP avec le code du numérique qui existait, un règlement sanitaire international que vous respectez et un protocole d'échange qui est normalisé. Si vous allez en tant qu'autorité de régulation aujourd'hui dans une clinique, dans un établissement de santé, d'accord, 3 points de conformité que vous allez observer là-bas, ce sera quoi? 3 points de conformité. Alors, c'est difficile de répondre en 3 points parce que le dispositif pour la sécurité des patients a plusieurs critères qui ont des éléments mesurables, donc c'est assez complexe. Mais une chose qui est observée, c'est la sécurisation des informations du patient. Donc, est-ce que les informations sont maintenues de manière sécurisée? Et ça peut être, si c'est des dossiers patients, est-ce que c'est bloqué? Parce que l'information numérique n'est qu'une traduction de l'information papier. Est-ce que vos dossiers sont sur la table? N'importe qui arrive dans la clinique et il voit que, ah tiens, docteur Haguet est venu pour recevoir son injection de, je sais pas, d'insuline ou peu importe. Et ça, c'est sur même un dossier patient. Donc, la confidentialité, la protection des données numériques ou papier, ça doit être observé. Il y a aussi l'utilisation du consentement. Donc, est-ce que les patients sont informés de ce qui va leur être fait? Donc ça va être peut-être on va dire une biopsie d'un dossier patient. Il y a des interventions médicales que nous faisons qui ont des risques et qui ont des alternatives. Évidemment, elles ont des bénéfices, mais est-ce que c'est communiqué avec les patients? Est-ce que nos patients savent que quand on est en train d'entreprendre une certaine procédure, oui, c'est indiqué, mais il y a des risques certains. Donc, est-ce que c'est communiqué? Est-ce que c'est tracé? Donc ça, c'est une autre chose qui va être évaluée. Donc, on a dit la sécurisation des données, le consentement et l'identifiant. Est-ce que le patient est identifié de manière unique? Parce que des Modoué au Bénin, il y en a peut-être même plus d'une dans la salle. Des Modoué qui sont nés en 1981, il y en a peut-être plus d'une. Donc, comment est-ce que vous identifiez vos patients? Et quand je reviendrai la prochaine fois, comment est-ce que vous savez que c'est moi et pas l'autre Modoué? Donc, quelle est l'identification utilisée? Super. Merci beaucoup. Adoupe Foui. Est-ce que vous comprenez pas? Ça veut dire Adoupe Foui. Ça veut dire applaudissez là. Ok. Adoupe, ça veut dire nous te remercions. Et son nom c'est Modoupe, je remercie Dieu. C'est bien cela. Voilà. Alors, vous finissez bien parce que c'est le moment de passer la parole à quelqu'un qui connaît bien la PDP et ses procédures et qui connaît le domaine médical, puisque vous avez fait un renvoi. Le premier, donc, on va dire la première norme qui s'applique ici, c'est le code du numérique qui définit clairement, article 394, quel est le régime applicable aux données soumises à un régime particulier, dont les données de santé. Et le monsieur qui est juste là, il va nous dire quelles sont les attentes de l'autorité de protection des données à caractère personnel vis-à-vis des professionnels de santé. Micro, Régis, s'il vous plaît. Ok. Maître Alao, bonjour. Bonjour tout le monde. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être associé à vos différentes journées. Et je profite de l'occasion pour saluer mes différents partenaires avec qui je travaille tout le temps, mais qui ne me voient jamais. Donc, en tant que votre délégué à la protection des données à caractère personnel, c'est vrai, on vous a assisté pour les formalités au niveau de la PDP. La digitalisation a bien évidemment facilité ce travail. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord, je suis Imran Lekoyo, expert en protection des données à caractère personnel, directeur du cabinet DPO IT Solutions. Et le DPO également, par excellence, des acteurs de la santé.
Avant toute chose, je voudrais rappeler, à l'origine, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de réglementation sur la protection des données à caractère personnel, ce qui aboutit à ça, c'est la digitalisation. C'est lorsqu'on a commencé par introduire les nouvelles technologies de l'information dans le traitement des données à caractère personnel que les autorités ont senti la nécessité, d'accord, d'encadrer les traitements de données à caractère personnel. Donc, vous faites très bien, d'accord, d'associer ce thème à vos différentes journées. Bien. En thème aussi, il faut rappeler, le meilleur moyen pour assurer la protection des données à caractère personnel aujourd'hui, ça passe toujours par la digitalisation. Mais il y a un enjeu à ce moment. Lorsqu'on va vers la digitalisation, le secret professionnel est éprouvé. C'est-à-dire, oui, vous avez prêté serment. Vous étiez seul à prêter serment. Mais dans le processus de la digitalisation, malheureusement, on n'a pas le choix. Il y a forcément d'autres acteurs qui n'ont pas prêté serment avec nous, qui ne sont pas soumis au secret professionnel, qui seront impliqués. Par exemple, le cabinet concepteur des solutions digitales, on a parlé de stockage des données, l'hébergement. Donc, tous ces acteurs n'ont pas prêté serment. Donc, est-ce que, parce qu'ils n'ont pas prêté un serment, ils ne sont pas soumis au secret professionnel, est-ce qu'ils ne peuvent pas être associés? Non. La question aujourd'hui, on sait que la digitalisation, l'utilisation des nouvelles technologies est incontournable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il faut trouver un équilibre entre la protection des données à caractère personnel et la digitalisation des différents processus, d'où la nécessité d'encadrer la protection des données à caractère personnel. D'où aujourd'hui au Bénin, nous avons une loi, le Code du numérique, notamment le 5e, qui encadre tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel au Bénin. Maintenant, je reviens à votre question, Maître Alao. Quelles sont les attentes de l'APDP vis-à-vis des professionnels de la santé? L'APDP attend une seule chose, le respect des dispositions de la loi, le respect du livre 5e du Code numérique sur la protection des données à caractère personnel, notamment votre mise en conformité vis-à-vis de cette disposition. Bien. En termes de mise en conformité, concrètement, qu'est-ce que l'autorité attend? La première des choses que l'autorité attend de vous, c'est de déclarer ou de solliciter, d'accord, auprès d'elle, une autorisation pour l'ensemble des traitements de données à caractère personnel que vous mettez en œuvre. Donc, faites un traitement de données à caractère personnel au niveau de vos cliniques. L'ensemble de ces traitements, surtout, d'accord, les données dites sensibles, quand on dit données sensibles, c'est les données de santé, nécessitent l'autorisation préalable de la PDP. Premier point. La loi dispose également, en tant que ça s'applique à tout le monde, mais en tant que structure de santé, vous devez mettre en place également ce qu'on appelle le registre de vos activités de traitement. Ça, c'est une obligation de la loi, c'est l'article 435. Donc, vous devez disposer d'un registre des activités de traitement. Mettre en place, d'accord, il y a les principes fondamentaux. La loi sur la protection des données à caractère personnel prescrit des principes fondamentaux. Vous devez respecter ces principes. Au nombre des principes, l'ARS l'a rappelé, l'information, le droit à l'information des patients, le recueil de consentement des patients. Donc, tous ces droits doivent être garantis aux patients. Il y a la base légale des traitements, c'est-à-dire sur quelle base vous collectez les informations. Donc, entre autres, comme base légale, si ça nécessite le consentement, on doit mettre en place des formulaires de consentement, par exemple. Et je tiens à préciser, ce n'est pas tous les traitements qui nécessitent un consentement. Parfois, c'est la loi elle-même qui vous oblige de collecter, de faire un certain nombre de traitements. Dans ces cas, la base légale c'est une obligation légale. Ça s'impose à vous. Donc, pour ces cas, on n'a pas besoin de mettre en place un formulaire de consentement. Donc, respectez les principes fondamentaux, déclarez vos traitements de données personnelles à la PDP pour prendre l'autorisation, mettre en place un registre des activités de traitement. Chaque année, d'accord, vous devez transmettre à l'autorité un rapport annuel de vos activités de traitement. Et le délai, c'est le 30 juin de chaque année. Vous envoyez, nous sommes en 2026, donc au plus tard le 30 juin. Que l'autorité attend de vous, vous conformez par rapport aux dispositions de la loi. Merci. Merci, Monsieur Ibrahim Lekoyo, pour la dextérité dans la présentation. Et aujourd'hui, moi, j'enlève mon manteau de Data Privacy Aspect et je me mets dans votre peau. Micro-baladeur, ou sinon, s'il vous plaît, tout le monde,
Tous ceux qui sont médecins ou professionnels de la santé qui seront concernés par la question sont invités à répondre. ARS, Règlement sanitaire international, protocole d'échange de données numériques, code du numérique. Les obligations, il en a listé. Article 383, c'est long comme le bras. Collecte licite, transparence, consentement, patati patata. À la clé des diligences attendues de vous, autorisation auprès de l'autorité, déclaration, rapport annuel, registre des activités. S'il vous plaît, est-ce que vous, professionnels de santé qui êtes ici, pensez que vous êtes suffisamment informés de vos obligations en matière de protection des données de santé? Main levée. Bon, on ne peut pas dire main levée, ça doit être oui ou non, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Pour oui, levez la main. OK, 3 personnes. Donc, vous n'êtes pas informés, vous n'êtes pas suffisamment informés. D'accord, vous allez garder cette question pour la fin. Je vais vous poser la question de savoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'avec l'association des cliniques privées du Bénin, quel est le plaidoyer principal que vous pensez qu'on peut faire aux autorités compétentes en partant d'ici dans les 6 prochains mois pour que cette méconnaissance, cette ignorance du cadre réglementaire qui est le vôtre soit, on va dire, réduit? On est d'accord? On est d'accord? J'ai dit qu'on ne va pas faire 180, c'est 360, donc je suis toujours dans l'interaction. Je vais vous entendre me répondre quand je pose des questions. Docteur Josias, en tant que président, il a décidé de prendre la parole. Je suis content. Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais vraiment remercier les panélistes pour toutes les belles contributions et toutes les explications. Je suis content également du format que vous utilisez pour ce panel, parce que ça nous implique. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être les collègues sont un peu timides, parce que je ne suis pas sûr que les gens puissent dire qu'on n'est pas informés. Déjà, nous tous, à tour de rôle, on a tous reçu des injonctions de l'autorité de protection des données à caractère personnel. On a reçu des courriers, des injonctions. Et suite à ces injonctions, on s'est tous mobilisés. C'est là, on va dire, c'est vrai, on entendait parler, mais c'est là qu'on a pris conscience. Et cela nous a obligés à nous mobiliser, à aller vers l'ordre des médecins, aller vers l'ARS, et qui se sont mobilisés pour faire en sorte que l'autorité de protection des données à caractère personnel organise des séances de formation où nous avons été invités. On a même pris dans nos centres respectifs des personnes ressources qu'on a invitées pour aller suivre ces formations. Au-delà de cela, l'Association des cliniques privées du Bénin a délégué des personnes qui ont été formées et qui après se sont chargées de la restitution. Donc déjà, ne serait-ce que dans le réseau ACPB, encore, même au-delà du réseau ACPB, les médecins ont été plusieurs fois informés et formés. Mieux, l'Association des cliniques privées du Bénin a pris l'initiative parce qu'on s'est rendu compte que si chacun devait prendre un délégué à la protection des données personnelles, cela allait constituer un lourd fardeau sur le plan financier. On a pris l'initiative de faire une mutualisation, de prendre un délégué de protection des données personnelles et de faire une mutualisation, de faire en sorte que toutes les cliniques qui veulent puissent mutualiser. Et grâce à cette mutualisation, plusieurs cliniques ont pu faire le dossier, recevoir des formations internes en dehors du dossier même pour aller jusqu'à la conformité avec l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les cliniques ont reçu des formations de l'ensemble de leur personnel. Même les prestataires qui collaborent avec nous ont tous reçu des injonctions à se conformer. Donc lorsqu'on a un prestataire qui n'est pas conforme, en dehors de cela,
l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'ARS, à travers le dispositif sur la sécurité des patients, a organisé plusieurs séries de formations, d'informations à plusieurs reprises. Et maintenant, nous sommes tous dans le déploiement de ce dispositif. Et on sait que l'un des piliers de ce dispositif, c'est vraiment la mise en place d'une protection des données. Et donc, aujourd'hui, nous sommes encore dans une procédure de mutualisation pour aider les cliniques à aller vers la conformité. Et ce travail est en cours. Et aujourd'hui, beaucoup de cliniques, même si tout n'est pas fini, même si on a besoin toujours, on fait toujours le plaidoyer à l'endroit des gouvernements, à l'endroit des gouvernants, on demande toujours l'accompagnement. On demande surtout un soutien, je ne vais pas dire financier, mais un allègement de nos charges. Peut-être que le gouvernement trouve un moyen d'alléger en partie nos charges, parce que la pression aujourd'hui sur les cliniques est énorme. Pendant que nous avons déjà une pression de rentabilité, nous avons une grosse pression de réglementaire, la pression fiscale, la pression de l'autorité de régulation du secteur de la santé, la pression de l'autorité de protection des données à caractère personnel, la pression de la CNSS. Bref, aujourd'hui, nous sommes acculés de partout, alors que nous sommes encore déjà dans une contrainte de ressources humaines, où on a une grosse fuite de ressources humaines. Et ce qui se passe dans beaucoup de cliniques, c'est qu'on forme les gens, et à peine quelques temps après, ils partent. D'ailleurs, même lorsqu'on a voulu organiser ces journées, beaucoup nous disent « oui, mais je n'ai même pas envie de former mon personnel, parce que je les envoie se former, je paye, et au bout d'un an, ils partent. Et chaque année, je suis obligé de payer encore à nouveau. » Donc, avec toutes ces pressions que nous avons, notre plaidoyer, c'est que le gouvernement voit qu'est-ce qu'il peut faire pour nous soulager, parce que nous sommes là pour aider le gouvernement. Super. Nous sommes là pour aider à soigner les Béninois. Nous sommes là à soigner les gouvernants eux aussi. D'accord. Donc si on peut faire quelque chose pour nous soulager, pour que nous puissions continuer de nous conformer, ce sera merveilleux. D'accord, merci beaucoup. J'espère que le rapporteur général des journées sont là. Il est là, pardon. Et donc, notez cela comme point d'action en partant d'ici. Rapidement, pour donc dire merci au président de l'association, est-ce que vous pouvez donc manifester par un oui la rectification qu'il a voulu apporter par rapport à l'information des professionnels de santé? Du coup, est-ce que vous êtes suffisamment informé du cadre réglementaire concernant votre activité? Toujours timide? Toujours timide? Oui. J'ai une doyenne qui veut prendre la parole. C'est bien cela? Ou c'est oui? C'est oui. D'accord. Du coup, il n'y a que quelques médecins dans la salle. Hein? Ouais, parce que vous ne répondez pas. Ou qu'il y a vraiment des dissensions. C'est oui ou non? C'est oui ou non? Ok, c'est oui. Ok, il y a un bémol quand même. On prendra le bémol pour juste une minute. On va continuer. Bonjour. Bonjour. Pour la question, est-ce qu'on est informé? Oui. Suffisamment? Non, pour notre part. Et justement, ce panel, ça permet de gagner encore en information et d'en apprendre au quotidien. Maintenant, je profite en même temps pour ajouter pour la demande. Certes, il y a des formations au niveau de l'APDP, mais si on est prévenu vendredi, que la formation va commencer lundi, on ne peut pas décommander comme ça les patients. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Enfin, ils ont leur pathologie, on ne va pas les annuler d'un coup. Donc, si on peut être prévenu déjà suffisamment à l'avance pour se libérer, pour effectivement assister à ces formations, ce serait vraiment génial. Et là, on pourrait être peut-être suffisamment informé. Super. Merci bien. Merci beaucoup pour le bémol. Et on revient à Dr Monoukbe. Vous allez profiter de votre temps de parole que je vais vous donner tout de suite pour adresser le petit complément que vous voulez faire. Alors, ici, c'est certain. Je pense que personne n'est prêt pour dire non. On utilise WhatsApp, on utilise Google Drive, on utilise nos boîtes mail pour stocker donc des résultats, des dossiers. Et il y a une préoccupation que j'ai entendue dans la voix opérationnelle, que j'ai entendue dans la voix de M. Lekoyo tout à l'heure, concernant la responsabilité, le régime de responsabilité. J'ai été invité à donner un avis lorsque une infirmière
a fait délivrer une ordonnance parce que son médecin n'était pas là et qu'elle connaissait la patiente. Ordonnance qui a après été la source de plusieurs ennuis judiciaires, data privacy et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, en tout cas, lorsque l'avis a été sollicité, il fallait déterminer qui était responsable. Est-ce que c'était l'infirmière? Est-ce que c'était le médecin? Ou est-ce que c'était les associés qui se sont mis ensemble pour créer la clinique? D'accord? Du coup, la réglementation de l'ARS ou de l'APDP, est-ce que ça atteint directement le professionnel de la santé ou c'est plutôt la personne morale constituée derrière qui est responsable? Docteur Moudoukwé. Merci. Donc, je vais prendre l'autorisation de rebondir rapidement sur la question de l'information. Et je remercie le président de la PSSP pour tous les efforts qui sont menés au sein de l'association. Parce que je m'étais demandé s'il y avait justement un DPO qui était disponible pour les cliniques, et c'est vraiment très bien que ce soit accessible, parce que c'est très important. Mais on est là pour parler du numérique, on est là pour parler de l'innovation. Donc il y a 1 an, 2 ans, on n'utilisait pas les mêmes intelligences artificielles de la même manière. Donc l'information, il ne faut pas non plus qu'elle soit caduque. Donc parfois l'information est disponible, mais elle a peut-être besoin d'être actualisée et elle a peut-être besoin d'être défragmentée aussi, parce qu'il y a tout le code du numérique de l'APDP, il y a le dispositif pour la sécurité des patients de l'ARS, il y a la politique de la CIN, et ça fait beaucoup de documents différents, beaucoup de normes, beaucoup de critères différents, donc il y a peut-être aussi un travail de consolidation à faire au niveau sectoriel. Dans d'autres pays, il y a des agences, il y a des institutions qui régulent justement tout ce qui est santé et numérique. Donc l'information est là, mais il y a peut-être une autre façon de la digérer, de la présenter pour qu'elle soit plus utile, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas tant de ressources humaines que ça, et il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des patients à soigner, c'est vraiment ça la priorité au final. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Maintenant, sur la question de la responsabilité, donc vous avez partagé un cas où, je dirais, il y a eu un exercice illégal de la pratique. L'infirmière n'est pas médecin. Donc si elle exerce en dehors de son champ de compétences, sans qu'il y ait une délégation de ses compétences, je ne suis pas juriste, mais il y a abus dans le processus. Maintenant, est-ce que c'est une pratique qui fait partie de la culture de l'établissement? Donc c'est pas forcément écrit qu'elle a le droit de le faire, mais bon, elle le fait de temps en temps, le médecin l'a autorisé, ça c'est une autre question. Et c'est pour ça que dans le dispositif de la sécurité des patients, on demande vraiment qu'il y ait des protocoles, que ce ne soit pas juste une culture, que tout le monde, quand quelqu'un vient travailler dans votre établissement, qu'il dise oui, ici c'est comme ça qu'on fait ça, tout le monde sait que c'est pas réel, parce que vous l'avez dit, les gens vont et viennent. Donc quelqu'un qui vient d'entrer dans votre clinique, comment il va savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable? Donc il faut absolument des protocoles, il faut écrire ce que vous faites, il faut faire ce que vous écrivez. Et c'est vraiment ce que le dispositif pour la sécurité des patients essaie de créer. Il y a aussi la charte des droits et devoirs des patients, et bientôt il y aura la charte des droits et devoirs des professionnels. Parce que l'idée, c'est d'avoir des normes, d'avoir des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, que tout le monde doit suivre. Comme ça, quand il y a des cas qui vont aller devant Maître Alao, il pourra utiliser sa compétence juridique pour évaluer la pratique clinique, parce qu'il saura que voilà, dans notre domaine, vous avez des règles, vous avez des normes. Donc, je ne peux pas me prononcer sur à qui appartient la faute. Je ne suis pas juriste, mais je sais que l'idée, c'est de définir des champs de compétences, de mettre en place des protocoles, des référentiels, des critères que tout le monde doit suivre, qui devraient protéger ce genre de pratique-là. Merci. Okay. Merci beaucoup, docteur Moudoukwé. Et puis, je vais rester, vous allez garder le micro. J'aime bien vous entendre parler. Alors, et je vais repartir sur le cas qu'a partagé la docteure juste derrière, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hein? Dans ce cas-là, je suis professionnel de santé dans un hôpital, d'accord? Et j'ai voulu envoyer un mail à un patient. Je suis médecin, je viens intervenir. J'ai voulu envoyer un mail à un patient. Et j'ai quand même envoyé le mail au mauvais patient.
Qui est responsable? Qui est responsable? Oui. Je vais demander à la PDP de Je reviendrai. Non, alors, mais je réponds réellement. Hein. Je ne suis pas juriste et je ne suis pas juge. Donc moi, à la limite, je vais venir et avec mon chapeau d'amélioration continue, de sécurité des patients, je vais demander quel est votre protocole. Merci. Quel est votre registre? Est-ce que c'est dans le protocole? Quelles sont les normes dans cet établissement? Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on doit faire? Et moi, mon objectif, ça va être de faire une analyse profonde. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Bien. Maintenant, responsabilité, on va appeler les juristes. Bien, moi je suis content parce que j'ai posé la question doublement, exprès. Et il y a quelque chose qui est revenu autant dans sa première réponse que dans sa deuxième réponse. Protocole. Protocole. Politique et procédure, c'est ce qu'on nous traduit par protocole. Mais également quelque chose qu'on appelle le privacy by design, la protection des données à caractère personnel par défaut et dès la conception. Et c'est à ce moment que je vais retourner la parole donc à la personne la mieux indiquée sur le panel pour nous parler de privacy by design, de quelles précautions nous pouvons prendre pour éviter ce genre de situation, autant en amont qu'en aval, mais aussi de nous dire, dans la réalité, je sais qu'il accompagne les professionnels de la santé depuis au moins 5 ans, ici. Dans la réalité, lorsqu'il arrive le moment de refléter tous ces tests-là dans le quotidien des médecins, quelles sont les difficultés que vous pensez que ce secteur rencontre? Allez-y. Merci, Maître Alao. Bien. Pour avoir collaboré avec les professionnels de la santé, le premier constat, ils sont informés de leurs obligations et j'ai noté une volonté de ces derniers à se mettre en conformité, à faire ce que disent les différents tests. Mais seulement, d'accord, il y a une contrainte, le budget, contrainte budgétaire. Bon, Maître Alao, mes chers partenaires cliniciens n'ont souvent pas les moyens pour qu'on leur déploie le cadre de gouvernance requis. Donc, on va sur le minimum. Maintenant, en termes de pratique, il y a un niveau, il y a déjà quelque chose qui est fait. Ils ne sont pas à un niveau de conformité 0, parce que la confidentialité déjà fait partie de leur cœur de mission. Maintenant, il y a d'autres aspects vers lesquels ils doivent tendre progressivement, mais tout ça, je vous assure, nécessite des moyens. Et c'est évidemment pour faciliter cela qu'on est parti vers la mutualisation. Bien. Maintenant, les différents cas que vous avez cités, le concept de privacy by design et privacy by default qui se traduit en français par la protection des données dès la conception et par défaut. C'est-à-dire, avant la mise en œuvre, avant de tout projet, que ce soit digitalisé ou non, d'accord, la protection des données dès la conception vous oblige à faire quoi? À penser, d'accord, à la confidentialité de ces données, à penser à la protection des données au moment où vous réfléchissez à la collecte, au traitement de ces données à caractère personnel. Exemple terre à terre, je ne vais pas finir de construire ma maison pour venir faire maintenant l'étude de sol. Il faut l'associer déjà au moment de la collecte. Je ne vais pas finir de choisir une application et développer, et c'est après qu'on va se demander quelles sont les garanties de sécurité apportées. C'est-à-dire au moment où je suis en train d'aller vers la digitalisation, le concepteur et moi, d'accord, on doit déjà s'entendre sur est-ce que ces solutions intègrent, ça doit intégrer la protection de données dès la conception. Lorsqu'on dit dès la conception, exemple, vous voulez digitaliser le processus de gestion des rendez-vous. OK? On va voir quelles mesures vous devez prendre. Par exemple, l'utilisateur qui va se connecter, vous devez définir un mot de passe. D'accord? On doit l'obliger à respecter un certain format pour sa sécurité. Donc, lorsque j'entre un mot de passe qui comporte que des lettres ou que des chiffres, la plateforme doit refuser, par exemple, ce mot de passe. Ça fait partie de la protection des données dès la conception. Ou bien, une plateforme de gestion des rendez-vous en ligne, l'un des principes qu'il faut respecter, c'est la minimisation des données. Sur cette plateforme, OK, on va voir. On ne va pas collecter des données plus qu'il en faut. Sur cette plateforme, par exemple, vous demandez peut-être, OK, pour un rendez-vous, quel est mon groupe sanguin? Nous, en tant que spécialistes, on dira que
on va voir à quelle finalité déjà, à l'étape de prendre un rendez-vous, le groupe sanguin du patient est important. Donc là, on dira qu'il y a une collecte excessive. Donc les plateformes doivent respecter les principes fondamentaux et les intégrer. Maintenant, la protection par défaut, c'est-à-dire la confidentialité sur cette plateforme, le patient ne doit pas se soucier de ça. Toutes les mesures nécessaires pour le protéger doivent être implémentées de façon automatique. Est-ce que mes données sont gérées, sont cryptées sur la plateforme? Il n'a pas à se faire ce souci. Maintenant, qui porte la responsabilité? Ok, vous avez un prestataire, bon, vous êtes allé vers une solution. Vous l'utilisez, d'accord? Il y a faille de sécurité. La plateforme n'a pas mis en place les garanties de sécurité suffisantes. Il y a violation des données à caractère personnel. Entre la clinique, le concepteur qui a développé cette plateforme, qui est le responsable? Qui porte la responsabilité d'une telle violation? Et c'est là que je vais aborder la notion de responsable de traitement au regard de la loi. La loi définit. Le responsable de traitement, c'est la personne morale ou physique, d'accord, qui prend l'initiative de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. De façon terre à terre, c'est le représentant légal de la structure qui est désigné comme responsable de traitement. Même si vous êtes plusieurs à créer la structure, vous êtes des co-responsables. En cas de violation, c'est vous qui portez cette responsabilité. Parce qu'il vous revenait au début de vérifier toutes ces garanties avant d'aller vers une telle solution. Même par rapport au personnel, d'accord, qui fait des actes contraires aux dispositions de la loi. En termes de responsabilité, c'est toujours vous qui portez cette responsabilité. C'est pourquoi il faut prendre préalablement des garanties. Mais comment maintenant, on va aller maintenant, comment anticiper, lorsque vous voulez mettre en place les conceptions de privacy by design et default, il faut tout au moins, d'accord, pour anticiper ces risques. Par expérience, d'accord, avec les cliniques, nous avons constaté une chose. La volonté y est. Parfois, même le médecin qui a prêté serment comprend qu'il est soumis à l'obligation de confidentialité, mais pose parfois des faits anodins, d'accord, qui ont le secret professionnel. J'ai connu un cas, d'accord, où le médecin il reçoit un patient. Il savait qu'il connaît la maman de ce patient. Donc, après avoir traité ce patient, il est parti. Elle prend son téléphone, elle appelle la maman. Ah, je viens de voir ton fils. Ça, c'est une... Bon, je vous apprends rien. La maman paniquée appelle automatiquement son fils. Pour, ah, mon fils, qu'est-ce que tu as? J'ai appris que tu as été à l'hôpital. Systématiquement, le médecin m'a raconté que l'enfant ne l'a pas raté. Et dès lors, il n'est plus jamais revenu au niveau de sa clinique. Et vous pensez que ce dernier va recommander quelqu'un pour votre clinique? Non, vous voyez, il y a le secret professionnel, mais là, il y a une violation de la vie privée. Ou il y a des faits. C'est un infirmier, d'accord, qui a traité un enfant. Donc, il était malade, tout le temps il vient, c'est l'infirmière là qui s'en est occupé. L'enfant venait avec son papa. Un autre jour, le papa vient avec son épouse, avec un autre enfant. L'infirmière demande au petit, est-ce que ton frère, il se porte mieux? Et c'est là, la maman découvre qu'elle a une co-épouse, et c'est là, le petit là découvre qu'il a un grand frère. D'accord? Oui, l'infirmière là n'a pas eu la volonté de rompre le secret professionnel. Non, prenez simplement. Donc, lorsque vous formez le personnel par rapport à tous ces risques, ça élimine le cœur même de la protection de la caractère personnel, c'est la formation régulière. Et Maître Alao, laissez-moi vous dire, mes chers partenaires n'ont pas les moyens pour la formation. Mais je suis d'accord, ils n'ont pas les moyens, mais lorsque le risque vient, lorsque la PDP sanctionne 1 million, vous savez, ils ont les moyens pour payer. Merci beaucoup. Nous, on n'est pas autorité. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais prolonger. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas prévu du tout. Le risque data privacy ne doit pas être perçu comme, on va dire, juste une pression réglementaire. Laissez-moi dire ça autrement. Je préfère aujourd'hui que vous abordiez, je sais qu'on est dans un domaine public, mais je prends le risque. Je préfère que vous abordiez aujourd'hui la question d'un autre angle. La protection de la donnée à caractère personnel n'est pas uniquement de la pression, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour améliorer ces processus.
quand vous respectez à la lettre ce qu'il dit, on gagne forcément en efficacité opérationnelle. Quand vous prenez le stockage des données, papier, pour des cliniques qui sont en exercice depuis 15 ans, vous avez vu ce que vous avez à gérer en termes de documentation d'archivage? Est-ce que vous pouvez me répondre par l'affirmative ici que tous ces dossiers qui sont dans vos bureaux d'archives sont pertinents à date? Tous? Tous? Je vais mettre des réserves. Parce qu'à partir de 10 ans, honnêtement, peut-être même que si on fait de l'actuariat, il y a des patients qui n'existent même plus. Et quand vous n'avez plus ça, ce n'est plus de votre prérogative de garder, mais c'est passer ça à l'archive nationale. On a fini la phase de l'archivage intermédiaire. On passe à la phase d'archivage. Donc, même si leur raison d'être existe encore, mais la détention par vous n'est plus nécessaire. Et on peut prendre des cas. Donc, vous avez à investir beaucoup pour maintenir. Ceux qui ont encore des archives de 15 ans, de 20 ans, je me demande comment ils font pour garder ça, parce que c'est du papier. Il y a l'humidité, il y a les caissons, il y a tout cela. Donc, quand aujourd'hui on prône le principe de minimisation des données, ce que ça donne en efficacité, c'est que vous avez moins de dossiers à gérer, à stocker. Donc, vous gagnez en espace. Et c'est pareil dans l'univers numérique. Plus tu as de la donnée, plus tu as besoin d'espace. Vous avez vu, hein, tout le monde a son Gmail qui sature tout le temps, qui dit qu'il faut supprimer quelque chose. Parce que détenir la donnée, ça coûte en espace. Et l'espace, ça a un coût, n'est-ce pas? Toujours en termes de bonne gestion, bonne gouvernance de données à caractère personnel, il faut penser que ça a également une efficacité économique et financière. La donnée bien travaillée, bien collectée, c'est ou est susceptible de servir de recherche et de développement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, à partir de votre base de données de 15 ans que vous avez gardée illicitement, aller aux recherches et développement sans craindre. Aujourd'hui, on a besoin des jeux de données, d'accord, pour entraîner des modèles d'IA. Il y en a plein. La première clinique au Bénin ne remonte pas de 20 ans. Imaginez qu'on puisse utiliser légalement ou licitement la donnée qu'elle a. On fait un jeu de données. Vous avez vu ce qu'on peut faire en termes de progrès en matière de recherche épidémiologique avec l'IA sur des maladies qui ne sont connues nulle part ailleurs que chez nous. Le palu, exemple. Les petites maladies qui sont, on va dire, tropicales, c'est ça, vous appelez ça, qui sont d'ici. On peut faire de la recherche. Aujourd'hui, l'IA est une opportunité. Mais en l'état, on ne peut pas utiliser vos données parce que peut-être vous avez mal géré le cycle de consentement, vous avez mal géré le cycle de conservation, vous avez mal géré le cycle de stockage. Donc, l'autorité ne vient pas simplement pour dire non, on n'utilise pas les données à caractère personnel, non. L'autorité vient pour dire utiliser les données à caractère personnel d'une manière, on va dire, éthique, d'une manière légale. Et c'est là que je vais revenir parce qu'on m'a dit qu'il y a 10 minutes, notre panel a pris fin. Mais ce qu'on va faire, je prends pas personne, vous deux, nous sommes que deux, vous êtes que deux, et je vais peut-être revenir en 3. Je vais prendre 4 ou 5 choses, et chaque fois vous allez me donner 2 idées, pour que ça soit dans la checklist des gens qui sont ici, pour régler ça, 2 idées, de façon vraiment ponctuelle. ARS, APDP, l'essentiel, sécurisation des données. D'accord? En termes de stockage, Dr Modoukwe, 2 choses pour bien stocker les données. 2 choses. Utiliser une formule payante. Une formule payante. Donc, éviter toutes les formules gratuites. Éviter toutes les formules gratuites. C'est un peu la même chose. Donc, d'accord. Si vous avez une application, quelque chose, allez sur une version payante. 2 choses. Je réfléchis à la deuxième. J'écoute l'APDP, je réfléchis à la deuxième. D'accord, APDP. 2 choses. Vous n'avez pas le micro. Il faut mettre l'accent sur le choix du prestataire pour le stockage.
Soit il faut décider si c'est en local ou externalisé. Lorsque vous externalisez le choix, il faut mettre en place un contrat qui situe les responsabilités. Aussi, mettez également l'accent sur la restauration des données, les backups. Combien de stockage ce prestataire vous propose. Et en cas de perte, vous pouvez récupérer facilement vos informations. Merci. Elle a trouvé la deuxième. Merci, j'ai trouvé ma deuxième chose. Il faut que la solution soit bénéfique aux patients. Il faut que d'une manière ou d'une autre, ce soit bénéfique aux patients. Bénéfice du patient. Je vais rajouter, en matière de stockage, quelque chose qu'on fait tous, basiquement. Gmail, Google Drive, laissez ça dès aujourd'hui. Ce n'est pas votre domaine, vous ne pouvez pas maîtriser. Ça ne coûte rien d'acheter un nom de domaine et d'avoir une base de données quelque part que vous maîtrisez. Gmail, non, parce que ce sont des données sensibles qui vont dessus. À la première fuite, à la première attaque, vous allez faire leaker les données de santé de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, sachez que les données de santé sont l'une des données les plus prisées par les cybercriminels. C'est ça qui fait le plus d'objets de fuite de données. D'accord? Donc, pas de Gmail en partant d'ici, Gmail oublié. Que ça fasse le bruit, que ça fait dans votre tête, mais oubliez Gmail, oubliez Google Drive. Ce n'est pas une bonne solution de stockage de données pour des données sensibles, pas du tout. Alors, deuxième point, WhatsApp, comment l'utiliser? Deux solutions. Pas avec des données sensibles. Pas avec des données sensibles. Et pas pour des informations qui ont besoin d'être tracées dans le temps. Pas pour des informations qui ont besoin d'être tracées dans le temps. WhatsApp, pas avec des données sensibles, pas pour des informations qui ont besoin d'être tracées dans le temps. Allez-y. Micro. Je recommande de dissocier l'usage professionnel et personnel, donc, pour les échanges, d'accord, avec les patients. Ayez du WhatsApp, mais dédié uniquement aux patients. Donc, vous n'utilisez pas ce même portable pour vos besoins personnels. Maintenant, pareil, vis-à-vis du personnel, s'ils doivent échanger, partager des informations, qu'ils n'utilisent jamais leur WhatsApp personnel. Merci beaucoup. Dans la mesure du possible, entre professionnels, vous voulez passer une information à l'infirmière ou bien quelque chose, il y a encore rien. Parce que vous avez dit, on ne peut pas s'en passer, c'est WhatsApp, tout le monde utilise, le client. Il faut rogner au moins la partie où il y a son nom. Minimum, avant de lui envoyer. À défaut, utilisez vue unique. Envoyez par vue unique. Ce n'est pas une solution. C'est un palliatif. Le temps que vous transitez vers des WhatsApp web professionnels. Faites paramétrer des WhatsApp web professionnels déployés sur vos serveurs. D'accord? Dans une certaine mesure. Mais sinon, attention. Il y a une limite. Honnêtement, moi-même, je peux vous demander ça ce soir. Docteur, vraiment, je voulais acheter antibiotiques. Il faut forcément une ordonnance. Je suis à l'hôpital. Comment faire? Vous faites la photo, vous envoyez. Dans la mesure du possible. Jusqu'à ce qu'il ne soit vraiment le dernier recours, ne donnez jamais d'ordonnance par WhatsApp. On va continuer. Je vous laisse les bruits dans la tête. Rangement. Rangement. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, j'aimerais que vous reveniez dessus. Elle a dit, vous arrivez, les dossiers sont comme ça, sur le bureau et tout. Rangement, deux solutions. Sous clé. Sous clé. Avec des accès contrôlés. Accès contrôlés, merci. En termes de rangement, d'accord, il faut pratiquer l'anonymisation, c'est-à-dire les dossiers papier. Si vous en avez sur vos bureaux, il faut juste les retourner pour empêcher un patient qui vient de lire quelconque information. L'autre chose, la numérisation de ces dossiers. Bien, merci beaucoup. Numérisation ne voulant pas dire numérisation est remise pour qu'on puisse recycler chez la vendeuse de Atako Tevico. On est d'accord? Numériser, ça veut dire destruction de la formule papier dans les règles de l'art. Et s'il vous plaît, ACPB, je vais en partant d'ici demander au président quelle est la liste des cliniques qui sont ACPB. Et moi-même, je vais faire le tour. J'aime faire des checks. Et chaque fois, je vais lui reporter ça avec beaucoup de haine. S'il vous plaît, le hall
de remise de résultats. Réorganiser un peu. C'est impensable qu'en 2026, et j'ai encore vu ça en début de cette année, que j'aille chercher mon résultat, il a dit ça tout à l'heure, et qu'au loin, je vois Sidoine M. qui est venu demander test de VIH-Sida. C'est impensable. Je sais que dans votre tête aussi, c'est impensable. Mais avec vos agents, votre personnel, ça se passe. Et c'est vous qui ne prenez pas les dispositions pour que ça ne se passe pas. Quelqu'un qui est derrière un comptoir, s'il n'a besoin que de prendre quelque chose, réservez juste un peu et anonymisez tout le reste. Fermez tout le reste. Ça n'a pas besoin d'être beau. L'essentiel, c'est que le patient, comme elle a dit, soit priorisé. Donc, organisation de vos halls pour la remise des résultats. Dans la mesure du possible également, organisation de vos halls pour l'attente avant de passer en consultation. C'est vrai, on est venus tous pour mourir à l'hôpital ou bien pour guérir à l'hôpital, mais parfois c'est tellement intimiste que normalement on a besoin d'un peu d'espace. Moi je rêve d'un couloir de traitement où de la salle d'attente jusqu'au médecin, jusqu'aux soins, jusqu'à ma sortie, je ne rencontre personne. J'en rêve. Et je veux pouvoir partager ce rêve longtemps avec vous. On va faire des pas. Si mon rêve, c'est l'idéal, on va s'engager à faire en sorte d'approcher l'idéal d'ici les prochaines journées des cliniques privées. On pourra en faire un point ici. C'est donc le moment pour nous de partir d'ici. Avant de laisser à Dr Claudine... Claudine était là depuis qu'il y avait talent, au fait. Mais elle se cachait en moi. D'accord, madame, donc docteur Claudine, docteur Mireille Talon, avant de lui laisser la parole pour les propos conclusifs, j'aimerais qu'on fasse un tour de table. Rapide, hein, très rapide. Et on va faire cela avec le baladeur. On commence par cette table. D'accord? Pour l'instant, je ne prends pas les questions. Pour l'instant, je veux prendre des points d'action. Un seul point d'action par table qu'on s'engage à faire en partant d'ici, ne serait-ce que juste du résumé de ce qu'on a appris là tout de suite. Une seule action. La petite contrainte, c'est qu'une fois qu'une action est venue, on ne devra plus l'entendre dans la salle. D'accord? Une seule action. Qu'est-ce que vous allez faire en partant d'ici, à partir de ce panel? C'est tout. Une action. Prenez ça là. Le micro-baladeur. Pour qu'on puisse suivre, vous allez nous dire le nom de votre clinique. Comme ça, tout le monde pourra venir checker s'il a vraiment fait ça. Non. ACTV, c'est... Merci. Docteur Panou Maouyon, Serge Clinique Maouyon d'Akwakwa. OK. Nous prenons la résolution de réorganiser le rôle pour la remise des résultats du labo. Merci. Prochaine table. Vous avez entendu un Maouyon d'Akwakwa. On y repart dans un mois pour voir s'il y a du nouveau. Je connais la salle d'accueil, on va repartir pour voir s'il y a du nouveau. Bonjour à tous. Docteur Garba de la clinique Garba Parakou. À la sortie de cette salle, je pense que nous avions déjà commencé par numériser nos données. Je vais continuer et finaliser la numérisation des données. Super. Poursuite de la numérisation pour Parakou. La table juste à côté. Une action. Le temps qu'il trouve l'action, on va passer à une autre table qui a déjà trouvé une action. Ou bien on a déjà l'action, on y va. Docteur Ounasso, clinique Le Williams, veillez à un accès contrôlé des données, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique. D'accord, ce n'est pas smart comme objectif pour moi, je ne peux pas mesurer ça. Donnez-moi quelque chose que je peux mesurer. Comment vous allez veiller?
Par exemple, les armoires où on range les dossiers doivent être... Ok, donc vous allez mettre des clés. Voilà, on est d'accord? Ça marche. On y va. Mettre des clés dans les armoires. Bonjour à tous. Docteur Amoussa Kassiratou, clinique Le Tandem, Fibrocé. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà, dont il a parlé tout à l'heure. C'est depuis sa formation à la clinique que j'ai commencé à l'exécuter. Retourner systématiquement les dossiers physiques quand je finis. Je le retourne systématiquement. C'est depuis sa formation que j'ai commencé à mettre cela en pratique. Super. Donc, on reviendra pour une nouvelle action qui part d'ici, tout à l'heure. On y va. Tac, tac, tac. Micro-baladeur, j'aimerais que vous soyez plus... Voilà. Docteur Marizouka Touoseni Lafia, clinique L'Excellence de Calavi. Il y a quelque chose sur lequel j'insiste déjà à la clinique, c'est de veiller à ne pas laisser traîner les dossiers des patients au niveau de l'accueil, à la réception en fait. Donc, je vais encore un peu plus insister sur ça. Merci. Comment on ne peut pas mesurer ça? Il faut nous nommer co-hôtes. Vous dites? Comment on mesure ça quand on arrive à la clinique? C'est-à-dire à l'accueil, zéro dossier à l'accueil. Zéro dossier à l'accueil. À l'accueil. C'est Calavi, vous avez dit, non? Clinique L'Excellence de Calavi. Excellence de Calavi, on y sera dans un mois. Zéro dossier à l'accueil. On y va. Ok, c'est bon. Bonjour. Hortense Roussin, médecin, clinique polyvalente Maounan. Nous, comme objectif qu'on peut se fixer, c'est de mieux sécuriser les dossiers des patients. Comment? Les dossiers, après les consultations, ne doivent pas traîner sur les tables de consultation. Ok. Oui. Donc ça doit rester combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? Non, à la fin de... Normalement, après chaque consultation, les dossiers doivent être débarrassés. Et ça, c'est en venant dans votre bureau que je sais ça? Oui. Quelle est votre clinique? Polyvalente Maouna. Maouna, oui. Je passerai. Les tables qui sont déjà prêtes, levez la main simplement pour qu'ils viennent directement chez ceux qui sont prêts. J'ai des tables très dynamiques ici qui n'ont pas encore été entendues depuis. Docteur Yamadjako Pamela, chez Clinique Focus d'Akasato, chez nous, nous travaillons actuellement sur la codification des résultats. Donc, au lieu de mettre le nom du patient directement, on peut mettre code 5, code 6, parce qu'il y a beaucoup de patients qui demandent les résultats via WhatsApp. Super. Donc, c'est sur ça nous allons plus accélérer. Merci. Super. Quand on passe dans combien de temps pour savoir si vous avez bouclé tout ça? 2 mois. 2 mois. Bien sûr. Parfait. Toute la salle a noté. Hein? Il n'y a que 3-4 tables ici, elles sont toutes dynamiques. Une action. Docteur Bonou, clinique pédiatrique d'Akwakwa. Nous allons nous engager à ne plus envoyer les résultats d'examen ou faire des ordonnances par WhatsApp, parce qu'il y a des parents qui le demandent. Merci. Super. Bon courage. La table de derrière, une action. Est-ce qu'il y a déjà une action ou elle est en préparation? Sinon, la table de mes chères dames ici, celle qui avait posé le bémol. Ok. Clinique. Clinique Louis Pasteur, Porto Novo. Ah oui. Je ne vous ai pas vu il y a quelques jours là. Je ne sais pas. Oui, on s'est rencontrés à votre porte. Ah bon? Oui. Le monsieur galant qui vous ouvrait la porte là. Oh. Vous connaissez la galanterie? Il y en a plusieurs. Ah oui, je suis le seul galant de Porto Novo de ce jour. C'est clair.
Alors, à ma connaissance, les dossiers cliniques étaient, jusqu'à présent chez nous, c'est gardé 30 ans, même après le décès de la personne. Est-ce que c'est toujours judicieux et donc est-ce qu'il faudra revoir la durée d'archivage et donc détruire définitivement les dossiers au-delà de cette durée? Là, c'est un gros travail. Hein. D'accord. Donc, on va dire dans 1 mois, 2 mois, je vais demander directement à l'Ecoyo s'il est passé faire une mission d'archivage chez vous. D'accord. On va y arriver. Ici, la table la plus proche de moi, une action. Il n'y a pas de médecin là. Ici, il n'y a pas de médecin. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au jeu. J'espère que chaque table qui n'a pas formulé d'action a entendu les actions des autres. Si vous compilez ça, vous pouvez mettre toutes ces actions en place chez vous, si vous n'aviez pas encore de ces actions-là. Et je pense que c'est le but de ce panel aujourd'hui, vous conduire progressivement à une conformité. Je vais revenir à Dr Talon, qui va nous faire le propos conclusif. Comme c'est une dame, je l'ai fait trop patienter, je vais l'écouter. Après, le protocole va nous permettre de prendre 3 questions. Juste 3 questions et on aura terminé. Merci. On est au-delà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est qu'à la fin de ces propos, si vous avez des questions, M. l'Ecoyo est toujours dans la salle, Dr Aguet est toujours dans la salle, je serai probablement toujours dans la salle. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Sinon, au gala le soir, nous discuterons avec beaucoup plus de légèreté. C'est bon? Bonne journée. Merci. Cette table ronde. Cette table ronde est intitulée « Protéger ». Hier, on a beaucoup parlé de solutions digitales, d'IA. Les avantages, on les a toutes notées, mais on nous a fait comprendre que c'est important de sécuriser. Donc, nous sommes sur la protection. Cette table ronde a été animée par Maître Adjassa Lao de façon très brillante, ce qui fait que conclure, ce serait difficile. Sur cette table, autour de cette table, je suis médecin, je ne suis pas experte, donc j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris, mais je vais mettre quelques réflexions. Les experts du sujet nous ont parlé de régulation, de la digitalisation dans le domaine médical, et il existe des dispositions légales de référence qui régissent la protection de ces données à caractère sensible au Bénin et à l'international. On a entendu parler de l'APDP, de la CIN, de beaucoup de choses, mais la sécurisation des données médicales ne dépend pas uniquement de la technologie. On a ce qu'il faut pour la technologie, mais elle repose surtout sur la gouvernance, la formation. C'est vrai qu'on a parlé de formation. Le docteur Sorrento a certifié, affirmé que cette formation est en cours, je vais dire, même si elle n'est pas complète, elle est en cours et elle est importante. Donc, la formation, le contrôle institutionnel est important. La responsabilité des établissements de santé aussi est importante, mais la difficulté, elle n'est pas juridique, elle est opérationnelle. On a entendu parler de pression fiscale, de pression financière, parce que pour mettre tout ça en place, il faut de l'argent, il faut des moyens. On est dans un monde où les malades veulent dépenser le moins possible et être soignés le mieux du monde. Donc, ce n'est pas facile. La transmission sécurisée du dossier patient repose sur plusieurs piliers. On a parlé de confidentialité, de confiance. On a parlé de consentement éclairé du patient, qui est important. Le patient doit savoir qu'on utilise ces données et à quelle fin ces données sont utilisées. On a parlé de cybersécurité, on a parlé d'attaques, etc. On a parlé de traçabilité. La traçabilité est importante parce que cette traçabilité nous permet de retrouver les éléments qu'on a émis. Au Bénin, le cadre juridique existe et se met en place, il continue de se mettre en place progressivement.
Mais les établissements de santé doivent encore renforcer leurs infrastructures, leurs procédures internes, la formation du personnel, les mécanismes de contrôle, parce qu'il faut des contrôles en interne, en dehors des contrôles qui sont faits par les autorités. Tout ça, je pense que ça fait beaucoup de choses, et ces choses-là ne pourront pas se mettre en place sans le soutien des autorités. J'espère que les autorités vont nous entendre, vont entendre les cliniques privées, et je pense que tout le monde est concerné, tous les établissements de santé sont concernés. Donc ce soutien des autorités, y compris des autorités internationales, des institutions internationales. Hier, on a vu l'OMS qui a assuré de son soutien au niveau de la formation, et je pense qu'on ne restera pas très loin de l'OMS et de tous ceux qui sont prêts à aider sur l'avancée de ce thème. Je félicite quand même l'ACPB du choix très pertinent de ce thème au vu de l'importance de l'enjeu, et j'évoquerai pour terminer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, le symbole qui nous est cher, qui est le symbole de la jarre trouée. Voilà, l'union fait la force, il faut les cliniques privées, il faut les autorités, il faut les institutions, il faut tout le monde, et ensemble, on pourra avancer et arriver à bout. Parce que même ceux qui ont commencé avant nous, aujourd'hui, ils n'ont pas encore vu le bout, je peux vous l'assurer. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, on va simplement les raccompagner. Si c'était à une soutenance, on dirait sujet d'actualité et tout le reste. En tout cas, c'était bon. On a pris le temps qu'il faut. Merci, maître. Merci, chers panélistes. On les raccompagne encore une fois. Merci.